Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission Le Peuple métis. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis-David Riel. Mais avant de parler de Riel, on va commencer par parler là où tout a commencé, c'est-à-dire à l'île Saint-Ignace, l'île du Pas, dans la région de Berthier. Pour ce faire, j'ai avec moi Jean Morissette, professeur de l'Université à la retraite, maintenant habite Saint-Michel-de-Bellechasse. Il est gentleman farmer, qu'on pourrait dire. Oh! Oh! Et aussi Bruno Lalonde, qui est libraire et éditeur. Messieurs, qu'est-ce que vous diriez si, pour commencer l'émission, on parlait des sources, des racines profondes du Québec, de Louis Riel, avec ses ancêtres? Comment arriver à faire un lien avec Louis Riel du Manitoba et nous autres sites au Québec? C'est quoi la relation? Pourquoi qu'on est passionné par ce Louis Riel-là? Je vais laisser Jean répondre. Le Québec, c'est pas le Québec, d'une part. C'est le Canada d'origine. C'est ici que tout a commencé. Et le Canada actuel des Anglos, c'est pas non plus le Canada. C'est un grand territoire métis. Absolument. Qui est né du fleuve et du cousinage du fleuve avec le Mississippi et avec toutes les autres rivières. Alors au départ, ce qui deviendra le Manitoba était pas plus loin d'ici, de Masquinongé, dans le fond, que pouvait l'être Cabano, mentalement, que le Témiscouata. C'était des terres qui étaient parcourues par, à l'époque, si on se met au 19e siècle, début 19e, par ce qu'on appelait les Canadiens, qui pour les autres étaient souvent, des sauvages blancs ou quelque chose comme ça. Pour Riel, le père Riel, hein, c'est celui qui est arrivé ici. Le père grand-père, Riel, le premier, l'arrière-grand-père, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. D'Irlande. On dit qu'il était venu d'Irlande. On dit ça, mais c'est un petit peu faux, je pense. Je sais pas. On dit qu'il était irlandais, de souche, mais d'autres disent qu'il était breton aussi par rapport à son nom. C'était des familles de France qui vivaient en Irlande. C'est ça. Mais qui ne parlaient pas irlandais pour autant ni anglais. Probablement. Parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de liens. Mais ce qu'on sait, c'est que qui est certain, c'est que il était en France en dernier. Il s'est enregistré dans la marine là-bas, dans l'armée. Puis il a fait partie. Qu'est-ce qu'il a emmené ici? Il faisait partie du régiment de Lavaltrie, du seigneur de Lavaltrie. Oui. Puis c'est ce qu'il a fait. Je pense en 1672, quelque chose comme ça. Il s'est emmené ici au Québec. Puis il s'est installé à l'île du Pas, dans notre région. Et c'est tout là que ça commence, cette histoire. C'est intéressant, l'île du Pas, parce qu'il y a le Pas aussi au Manitoba. Ah ouais? Ben oui. Je savais pas. Il y a un lieu qui s'appelle... mais en anglais, ils disent « the pass ». OK. C'est le pas. Alors, ce pas-là, il vient du premier pas. Ouais. À toi. À toi, On va continuer parce que j'en savais davantage que moi. Mais la question, c'est de savoir l'ancêtre Riel qui est venu ici. Il venait d'une certaine famille. Puis il est venu assez tard par rapport à toutes les familles souches du 18e siècle. Il est arrivé en 1672. 1672? Il n'est pas venu tard. À ce non, c'était pas, pas si spécial. 1630, 1640. Il était là avec la véranderie, à la même époque que dans l'île du Pas, il était ensemble. Ils ont parti dans l'ouest, une partie de... Mais Jean-Baptiste qui est arrivé d'Irlande, il a marié une petite coutue de Lavaltrie à ce moment-là, qui fait partie de mes ancêtres aussi. Puis ils ont eu des enfants, ils ont eu 14 enfants. Dans ces 14 enfants-là, il y en avait un autre, Jean-Baptiste. Ils sont tous donnés à la main, là, tu sais. Il y a eu 4 générations, là, 3 générations. De Jean-Baptiste. D'Irlande. Mais le dernier qui était ici, qui est parti vers l'ouest, c'est Jean-Baptiste qui avait marié une bouchée montagnaise de cette époque-là. Puis là, il est arrivé... Il s'est marié dans l'Ouest. Et déjà, Louis Riel, il était là-bas, le père. Oui. Puis, bon,
Il s'est marié aussi avec Julie Lagimodière, je pense. Oui. Lagimodière. J'ai regardé Lagimodière. Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à ce nom-là. Il y en a qui s'appelaient Lagimodière, d'autres Lagimodière, pas Lagimodière, il n'y avait pas de D. Puis l'autre, c'est un V, la vie maudière. Je trouvais ça drôle de voir comment, je ne sais pas si c'est l'écriture de l'époque, en fait, que le nom se transforme à un moment donné à différentes façons. Mais c'est évocateur, c'est la Gimaudière. C'est ça. C'est le nom d'un poème. Ouais. Avec 14 enfants, le poème, peut-être. c'est évocateur, c'est beau, c'est des belles sonorités. Ouais. Ouais. Puis là est né Louis-David Riel. Ben, disons, le David est venu plus tard, parce que c'est lui-même qui se l'est ajouté, hein, faut quand même le dire, se reconnaissant une filiation avec le peuple élu, hein, le peuple juif, mais ça, je vous laisse... Donc, c'est Louis Riel. Le David, il se l'est donné lui-même. Mais c'est important ce que tu dis, Bruno. Quand tu me parles de vouloir dire David Riel par rapport au peuple juif, ouais. Et ça devient important quand on le traite plus tard de mental, de tout ce qu'on voudra d'illuminer. Mais il faut comprendre que ce bonhomme-là, sa mère, Julie, à passé proche d'être une religieuse, était dédiée à ça, à faire une religieuse. Chez eux, c'est élevé de façon religieuse à l'extrême. Tu sais, ça fait partie de sa vie, ça. Ouais, je dirais, si vous permettez, avec le fait qu'il ait adopté un nom juif prouvait aussi d'une certaine façon qu'il se dégageait de l'antisémitisme rampant de l'Église catholique, sinon rampant, sinon virulent. Et déjà en soi, de revendiquer un héritage spirituel juif, c'était presque hérétique aussi d'une certaine façon. Mais le nom qui s'était donné, c'était Louis-David Riel ex-Vidat. Ouais, mais ça a été plus tard. Plus tard, mais c'était sorti du troupeau. Ouais, exactement. Mais ça a été, je dirais, le pas supplémentaire qu'il a fait. Quand il a voulu, entre guillemets, créer sa propre religion, là, si on peut dire. Donc, c'est ça. Je voulais juste souligner ce fait-là que d'avoir adopté le prénom de David, ça signifiait quelque chose et ça fondait quelque chose au niveau philosophique. Oui, mais David, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est dans le sens prophétique et peut-être, j'anticipe, peut-être un tout petit peu chamanique. Un tout petit peu. Pas à ce moment-là, mais quand plus tard il sera au Montana, pays métis, essentiellement métis, quand Riel sera exilé et mis au Montana. Je suis allé au Montana où était Riel, dans un vieux ranch, là, où il y a eu une mission. C'était une mission énorme. Et on n'a jamais dit, on s'est jamais posé la question ça, à propos des étudiants de Riel. C'était tout des bêtises. Bien sûr. C'est évident, là. C'est pour ça qu'on ne pose pas la question. Mais c'est là qu'il y a eu une transformation. On anticipe dans l'esprit de Louis Riel. Louis-David, celui de Louis Riel, c'est que il était vraiment, tout à coup, il y avait une liberté de penser. Et là, on le voit dans ses poèmes qui disent les gros ventres ne sont pas des gros ventres, les Sioux ne sont pas des Sioux, etc. Où on retrouve tous les noms d'origine. Alors, c'est pour ça que j'ai lu un petit peu David, après coup, Ariel, quand il se déclare prophète du Nouveau Monde. Bien sûr. À ce moment-là, c'est plus que le prophète David. Bien sûr. Ça dépasse. Oui, puis je voulais faire ressortir cette partie-là de lui, là, parce que tout le long de sa vie, je pense que ça va avoir une très grosse influence sur son agissement, tout ce qu'il va entreprendre, jusqu'à sa mort. Je pense que ça va transpirer de lui, cette religion-là, là, cette croyance-là, ou appelez-le comme vous voulez, là, tu sais, ça va être présent tout le temps dans sa vie. Ça va être quelque chose qui va le suivre continuellement. Jusqu'à sa mort, on va le traiter de toutes sortes d'affaires plus tard, là, mais on va y venir à ça. Bon, on peut parler à partir de ce moment-là. Bon, OK. Oui, il y a eu une enfance sur le bord de la rivière Rouge, comme tous les autres enfants. Tant d'enfants, ils traversaient le bord de la rivière, ils s'amusaient, ils allaient jouer.
jusqu'au jour où il décide d'aller faire des études. Monseigneur Taché, je pense, Oui. qui l'a approché. Il voulait, parce qu'il trouvait brillant, il voulait faire des études. Bon. Pour qu'il devienne curé. Pour qu'il devienne curé. Alors, on voit là que le David ressort toujours en lui à un moment donné, là. Parce qu'il accepte ça, Louis Riel, de devenir curé, puis de s'en venir étudier à Montréal. Mais là, ça va changer, des choses vont changer. Il est arrivé à Montréal à l'âge de 10 ans, hein, si je ne m'abuse. Non, plus tard que ça? Un petit peu plus vieux que ça, parce que... Je pense que c'est 12 ans, pas loin, qu'une affaire comme ça. Au tout début. Okay. Au début de l'adolescence. Au tout début, quand tu commences le classique, là, les éléments d'attention. Et il est resté 10 ans. Hein, de l'âge de 12 ans. De l'âge de 12 ans jusqu'à 22 ans. À Montréal, oui, il est resté longtemps, oui. Mais il n'a pas toujours été au collège, là. Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, là. C'est un élève turbulent, j'ai cru comprendre. Ben, c'est quelqu'un qui racontait des histoires pour épater tous ses petits collègues. Là, il racontait des histoires de ce qu'il avait connu. Je sais pas si les histoires d'Indiens existaient à l'époque, moins que les Indiens. Ouais, les Indiens ont existé avec les films de cowboys. Dans ce temps-là, c'était autre chose. Là. Il racontait des histoires comme d'autres qui venaient de Chicoutimi. Tu sais. J'aime ça faire ces liens-là, parce que c'était... À ce moment-là, il y avait une unité qui est disparue par la suite. Donc, quand on parle du Manitoba... Tu parles d'une unité géographique. Oui, puis d'une unité mentale entre tous les métis, les Canadiens et tout ça, ça partait des mêmes, pour employer un mot d'époque, des mêmes engences. Ouais, on se reconnaissait tous. Les métis... Un coup d'œil, on savait à qui on avait Ben oui, puis les métis, c'est des gens qui racontaient aussi, là, ils aimaient ça. Ouais. Comme il dit, Jean dit, comme au Lac-Saint-Jean, les Chicoutimi, ça raconte, là. Oui. Ouais, ça raconte pas mal. Mais c'est Saint-Sulpice, il a lâché à un moment donné. Il a trouvé que c'était pas sa place, vraiment, je pense. Hein? Puis, il a changé, il s'est allé au couvent des sœurs, chez les sœurs. Il résidait là, mais parce qu'il réussissait bien, il avait des bons résultats. Oui, il avait très bons résultats. Mais il trouvait ça sévère, je pense. Il trouvait ça sévère comme les autres trouvaient ça sévère. Mais c'était pas un fils de petit bourgeois non plus. Là. Non. Il entrait dans une société montréalaise, mais qui était comme... Fermée? C'était la société dont il avait entendu parler. Il est devenu amoureux un peu de la couleur bleue de la chapelle à Saint-Sulpice, là, parce qu'il l'avait toujours vu. Je sais pas, dans des images, et tout à coup, il arrive dans le grand centre qui est Montréal. Il serait venu de Saint-Louis, Missouri, où il y avait pas mal de métis, ou il serait venu de la Louisiane arrivant à Montréal, ça aurait été la même chose, là. Ouais. Faut pas créer quelque chose d'artificiel par rapport. Non. Sauf qu'il était populaire, en plus de ça. Il était populaire. Il y a un juge qui a écrit sur lui, là, un juge, j'oublie son nom, qui était son collègue là, en syntaxe ou méthode, versification. Et il aimait écrire, c'est ça. Oui, il aimait écrire. Il commençait à faire des vers, puis il aimait vraiment, vraiment écrire. Et ça, c'est important parce que c'était pas permis. C'était pas prévu par l'histoire qu'un grand ticu métis de l'Ouest fasse de la versification. Bien sûr. Pour ses études, quand il s'est en allé à un moment donné, je ne sais pas dans quelle communauté, je ne me souviens plus, mais je sais qu'il est allé chez les sœurs, les religieuses. Il est allé étudier. Les sœurs grises. Les sœurs grises, oui. Mais là, ça n'a pas fait bien non plus, parce que ce que je crois qui est arrivé, ce que j'ai appris, moi, dans son histoire, c'est que il était quasiment renvoyé là, du collège, là, parce que il allait pas au cours, il s'intéressait. Tu sais, c'est une époque politique qui était il y avait les confédérés, il y avait les anticatholiques, il y avait toutes sortes d'affaires à cette époque-là. Puis il a embarqué plus là-dedans que dans ses cours. Puis il manquait souvent, apparemment. Mais il devient amoureux aussi. Il devient amoureux, oui, aussi en même temps. Pour la première fois, là, son premier amour. Amoureux et conduit amoureux d'une jeune femme, qui était d'un milieu social très supérieur au sien et qui jugeait sans doute que avec un père prophète avait peu d'avenir. Avec un père raciste. Elle qui n'a pas eu le courage de ses amours. C'est ça. Son père. Il y a quelques témoignages là-dessus. Oui. Elle n'a pas eu le courage de ses amours. Oui, elle a obéi à la fois à son père et
Oui, parce qu'il y avait déjà un contrat de mariage de fait, là. Hein? Oui, oui. Ah oui, oui. Puis son père n'a pas voulu parce que c'était un autochtone, métis. un métis. Mhm. Il n'a pas voulu. Il a été rejeté, comprends-tu? Il a trouvé ça dur, cette expérience-là. oui. Là. Je pense qu'on peut dire que c'est son premier vrai chagrin. D'amour, je pense que oui. Hein? Son premier vrai chagrin, sa première grave blessure. Oui. Ouais. Il y en a eu un autre par après, aux États-Unis. Corrige-moi, Jean, si je me trompe. Belle humeur. Oui, exact. Monette belle humeur. C'était quasiment la même affaire. Là. Non, mais c'est la mère de ses enfants. Oui, la troisième. Mais avant elle, il y en a eu un autre dans non, l'Ouest. alors c'est pas Monette belle humeur, c'est une autre. C'est une autre. Oui. L'autre, avant, Mm. aux États-Unis, je pense, je me souviens plus dans quelle place, là. Mm. C'était la même situation. Parce qu'il était un métis, le père n'a pas voulu. Mm. Donc, ça, C'est la une histoire deuxième. assez classique. Ouais. Le fameux Pontiac a eu la même histoire. Il a été rejeté, puis... Moi, c'est pour ça. trahi. C'est pour ça que j'ai marié une métisse. Je t'assure qu'elle m'aurait dit oui. Le père, il l'était aussi. Un homme prudent. Non, tu sais, j'ai appris, Louis. Gabriel, notre maître. Il n'a pas fini pendu. Attends, t'as encore du temps devant toi. Encore du temps devant, oui. Monsieur, on va prendre 2 minutes, on va aller à la pause. En 1850, le Canada voulait inévitablement rentrer le Manitoba dans la Constitution. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des arpenteurs qui sont venus envoyés par le Canada pour arpenter les territoires. Les Métis n'ont pas aimé ça, la façon dont ça s'est fait. Et c'était là qui est arrivé, je pense, la première rébellion. Résistance. La première résistance, oui, plus exact. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette situation-là? Mais ça, c'est le père de Louis Riel Ouais. qui a reçu les arpenteurs. Ouais. Mais en fait, les gens arrivent un matin, ils entrent dans la propriété des Métis, qui étaient des rangs le long de la rivière Rouge, puis ils commencent à mesurer Des rangs découpés à la française, on peut dire. à la canadienne. À la canadienne. Ouais, c'est pas français, les rangs, Pardon. Et là, en leur disant qu'ils sont eux-mêmes, je sais pas moi, des usurpateurs sur leur propre terre. Alors là, ils ont arrêté les arpenteurs. Et c'est là qu'Ottawa a réagi. Et c'était pas des obedient servants comme ils voulaient qu'ils soient. Et c'est là que le père C'est le père de Louis Riel. Ouais, le père de Louis Riel a réussi à organiser une résistance. Ça, ouais, on peut supposer déjà que le père a transmis l'exemple à son fils. Avec une petite forme de gouvernement qui est emprunté à la chasse aux bisons. Tout de suite, ils ont formé quelque chose comme les comités quand ils partaient pour les grandes chasses là, qu'ils organisaient avec les charrettes, etc. Le père de Riel, puis spontanément, ils se sont solidarisés pour faire face à ce qu'ils prévoyaient. Bien sûr. Et l'Église, les prélats là, de ce qui deviendrait Saint-Boniface ou les prélats qui étaient là, les suivaient pas forcément. Ouais, ça c'est... Ouais, bien sûr. Mais ça l'a amené avec le temps, vers la fin des années 1869, je pense, 1878. Oui, 70. Ce qui est arrivé, c'est que le Canada voulait annexer le Manitoba, mais les Métis là-bas avaient peur. Ils avaient peur que les orangistes de l'époque émigrent apparemment là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils avaient peur? De quoi ils avaient peur exactement de ces orangistes-là? Tu veux dire les Ontariens. Les Ontariens? Ben, c'est parce qu'ils avaient peur d'être coincés entre les Canadiens de l'Est puis les Métis canadiens de l'Ouest. Et ça, c'était un combat national. Un combat national pour eux. C'était comme s'il y avait eu une guerre civile comme aux États-Unis, une guerre civile avant la lettre. C'est ça qu'ils voulaient fomenter. Ouais. Ils voulaient non seulement prendre les territoires du Nord-Ouest, mais ils voulaient en faire par la guerre et en tuant des gens, ils voulaient en faire le point de départ d'un nouveau pays. Il venait d'avoir la Confédération. Le flou venait de là, c'est que
les territoires du Nord-Ouest étaient encore sur obédience londonienne. Et en même temps, Ottawa n'avait pas encore pris le contrôle. C'est quoi les territoires du Nord-Ouest? Les territoires du Nord-Ouest, c'était immense. Ça allait, à l'époque, ça allait pratiquement jusqu'en... Saskatchewan? Non, jusqu'en Oregon. Les États-Unis n'étaient pas complètement constitués à l'époque. C'était tout ce qui était en dehors du bassin versant de la baie du Hudson. Grosso modo, ça allait de quoi à quoi? Pour nous tout ce qui était en dehors de la compagnie de la baie du Hudson. Ouais. C'est-à-dire du bassin versant de la mer du Hudson. Tout le reste, c'était territoire du Nord-Ouest. Ça allait jusqu'au Yukon, ça allait partout. Saskatchewan, avec aucune frontière, avec aucune frontière. Il n'y avait pas de frontière nulle part. Et ça regroupait évidemment Pembina, les Dakota actuels, puis le Missouri avait fait partie de ça aussi. Là où tu as des rangs. Le Montana. Le Montana aussi. Qui a eu un rôle important. Par la suite. Mais les Métis, c'était là souvent. Ils traversaient tout, ils se promenaient dans toutes ces zones-là. C'est-à-dire qu'ils voyageaient beaucoup. J'ai pas beaucoup. pensé, mais j'aurais porté l'histoire de Guillaume Charette. Là. C'est qu'il partait pour un voyage de 2-3 mois, il revenait 4 ans plus tard. Ouais. Et quand on voit la toponymie, tu sais, tous les noms, là, c'est tout le langage qui est sous les États-Unis, parce que les États-Unis arrivent après. Ouais. On voit bien comment il y avait en puissance, moi je dirais, une espèce de Brésil du Nord. Il y avait en puissance, là, c'était un territoire tellement grand, mais ça c'est avant l'immigration, avant qu'on fasse venir, je sais pas, tous les Bulgares. Les Ukrainiens. Oui, avant qu'on fasse venir tous ces gens-là. Mais n'oubliez pas que les États-Unis de l'Ouest font partie de ça. Bien sûr. Là, ça m'emmène. Ça nous ramène à... En octobre 1869, où est-ce qu'il y a eu lieu la première vraie rébellion? Résistance. Rébellion. Rébellion des Anglos? Oui, en 1869. Où est-ce que, encore une fois, le Canada a envoyé des arpenteurs, si mes sources sont bonnes. Hein? Oui, des arpenteurs. Mais ils ont été vraiment revirés, ce coup-là. Là. Des arpenteurs, des grave, agitateurs aussi. Oui. Des délinquants. Et c'est là que... Des casseurs. Des casseurs modernes. Tout à fait. Ils sont allés foutre le trouble. C'est là que Riel est obligé de se sauver, déjà. Il s'est réfugié sur son cousin, Nolin. Il y avait un cousin qui s'appelait Nolin, du côté de sa mère, je pense. Puis là, il y a quel âge à ce moment-là, Riel, en 1869? Il y a... En 85, il y a 44 ans. C'est ça. 75, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tu vois. Il s'est réfugié chez Nolin, un de ses cousins de sa famille, parce que ça allait pas bien pour lui, là. Puis, ça l'a emmené aussi par après la mort d'un certain Scott. Peux-tu développer un peu là-dessus, Scott? Scott, il travaillait c'était un envoyé du gouvernement. Il s'en allait là pour... Il relevait du gouvernement, mais je pense que c'était un bum, un genre de... Oui. Un genre de type incontrôlable. C'était un freelancer. C'est un freelance. Il s'est fait tuer. Et c'est là, je pense, qu'ils ont dit à Riel, tu t'en vas, on te donne un montant d'argent. Il s'est fait tuer, mais lui, il a tué avant. Oui, lui, il a abattu des gens. Il avait abattu quelques métis. Quelques métis, mais des Indiens aussi. Peut-être une dizaine de personnes. Mais c'est là que le gouvernement a payé de l'argent pour le silence de Riel, puis de le faire partir, je pense. Ils lui ont offert... C'est là qu'il est parti pour 10 ans, qu'il s'est allé. Ils lui ont offert 35 000 Tant que ça? Oui, ils lui ont offert 35 000 si on figure ce que ça peut représenter comme somme aujourd'hui. Ça doit peut-être représenter $1 million. C'est dire à quel point, déjà, il était considéré par les autorités canadiennes, fédérales, on va dire, disons, comme un ennemi absolument redoutable. Mais c'est juste avant qu'il parte, je pense, qu'il est allé voir Grant, le président des États-Unis à l'époque, puis il a demandé son aide. Puis Grant, il dit, je peux pas m'en mêler. Et ça l'a plongé, là. Il est obligé de se fuir, là. Il est parti pendant 10 ans. Parce qu'il l'envoyait aux États-Unis. Ouais. Mais en même temps, c'était avec l'alliance de Taché, avec l'alliance de l'Église. Mais il avait refusé ce 35 000 $. Moi, je me suis interrogé aussi parce que, encore aujourd'hui, les historiens se disputent la question de savoir s'il était saint d'esprit ou pas. Je présume que dans nos mentalités actuelles, un homme qui refuserait $1 million pour déguerpir
on jugerait que insane. il y a quelque chose qui tourne pas rond. Là. Déjà en partant. Il a refusé 35 000 Ouais. mais il a accepté 1 000 lui et son copain. Ils ont parti 2, hein. Quand ils ont quitté, là, il y a 2 ou 3. Ils sont allés, je pense, il est resté sur sa tante à Montréal, en Escousse. Après ça, Suzanne, sur le père Leblanc. Ça se peut-tu, Leblanc? Un bonhomme là-bas. Il a voulu marier sa fille, sa nièce ou sa sœur. Oui. Puis ça n'a pas marché, là. C'est un de ses amours aussi, là. Mais dans ces grandes victoires, bon, avant parce que je pense que, si ma mémoire, on revise nos livres, là, il avait, entre guillemets, autorisé l'exécution de Scott parce qu'il avait pris le fort Garry. Ouais. Et ça avait été une victoire quand même militaire des Métis. Faut quand même le dire, bon, les arpenteurs puis les agitateurs avaient quand même réussi à semer pas mal de troupes dans la région, mais lui, avec accompagné de quelques Métis, il avait réussi à prendre un fort, et c'est là qu'il avait capturé Scott, et c'est là qu'il avait permis, au fond, comme Scott avait déjà tué une couple de personnes, qu'il avait permis à il avait laissé Scott se faire exécuter, ce qui était un peu logique aussi compte tenu du comportement et à la fois des autorités et à la fois de Scott. Mais ça, on sait aussi que ça a toujours été l'argument de MacDonald et des orangistes. Mais on et pense, des orangistes. C'est ça. De venger la mort de Scott. Ils ont toujours eu en tête de venger Scott. C'est une vengeance. Et quand pas Scott, chose. oui, puis si on lit les journaux de Montréal à l'époque, parce qu'aussi, bon, les orangistes, ils étaient quand même à Montréal aussi. Les Anglais criaient vengeance. La Gazette réclamait déjà la tête de Riel pour avoir permis l'exécution de Scott. Mais c'était une vengeance, mais c'était beaucoup plus que ça. Ben oui, Si il convoitait le territoire, il convoitait il désirait, on pourrait dire, démétisser déjà l'affaire. Il y a quelque chose d'un peu tordu là-dedans. Il manque un petit Il y a quelque chose. quelque chose d'un peu tordu, Ouais. c'est que si on va jusqu'à 85 à ce moment-là, le pays que les soi-disant confédérés veulent faire en 1867, ils savent pas ce que c'est. Ils savent qu'ils sont pas Canadiens, qu'ils ont rien de Canadien. C'est des Écossais, avec quelques Anglais. C'est des Écossais conquis en Europe, qui ici veulent devenir conquérants. Ouais. Et ils ont besoin de faire un pays, mais ils savent pas. Moi, j'ai lu avec tellement de surprise ce qui se racontait. Ils voulaient pas être comme les États-Unis, parce qu'ils voulaient être un pays différent. Ils voulaient pas être une république, parce que la république, c'était français, puis c'était comme les latins, etc. Il y avait besoin de quelque chose pour se constituer. Et ce quelque chose-là, Riel l'incarnait. On pouvait tuer Riel. Il fallait que la Confédération tue Riel pour devenir un vrai pays. Jean, on arrête là-dessus. Hop. On revient on parlera plus tard de son retour. Mais avant ça, les promesses que le gouvernement avait faites, qui n'ont pas tenu, puis la grande bataille de Batoche. Là, Oui. La bataille finale. Alors, monsieur, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On va se revoir dans la prochaine émission. On va donner suite à tout ça. Merci.